Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique qui pourra pacifier durablement la Libye. Depuis l'assassinat du colonel Kadhafi le 20 octobre 2011, la Libye est devenue un véritable bourbier où se font la guerre, bandes, factions et milices rivales. Mais qui contrôle véritablement ce vaste pays d'1 760 000 km²? Le calendrier électoral qui prévoit la tenue de la présidentielle pour 2018 est-il tenable? Comment sortir véritablement la Libye du chaos? Trois invités avec moi pour en parler. Hassan Tawirgui, vous êtes libyen, vous êtes chercheur en sciences de l'information et de la communication à l'université de Picardie en France. Vous êtes membre du comité international pour la défense des droits du peuple libyen. Nostalgique êtes-vous du guide libyen assassiné en 2011? Vous nous direz au cours de cette émission pourquoi vous êtes nostalgique de la mort du colonel Kadhafi. Merci d'avoir accepté. Tout d'abord, c'est beaucoup pour moi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mohamed Al-Sadiq, vous êtes vous aussi libyen, membre du comité international pour la défense des droits du peuple libyen. Vous êtes par ailleurs chercheur en droit constitutionnel à l'université Paris-Sorbonne. Vous pensez et vous en êtes convaincu qu'il y a aujourd'hui en Libye des gens qui hier étaient farouchement opposés au guide libyen Mouammar Kadhafi, mais qui aujourd'hui pleurent la disparition du guide. Vous nous en direz également davantage au cours de cette émission. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Franck Pucciarelli, vous êtes le porte-parole en Europe du CRI, le Comité révolutionnaire international, le mouvement de résistance créé par le guide libyen depuis les années 70 d'ailleurs. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Merci. Plusieurs pôles d'autorité contestés. Un chef de gouvernement à Tripoli, Fayez al-Sarraj, qui n'a pas le soutien du Parlement. Une force armée dirigée par le maréchal Khalifa Haftar, retranché, lui, dans l'est du pays. Au milieu, nous avons plusieurs milices qui se font la guerre sans merci. Mais qui dirige, qui contrôle véritablement la Libye? C'est un sujet de la rédaction signée Sharon Kamara. Après plus d'un an de calme relatif, les combats entre les différentes milices qui sévissent en Libye ont repris au mois de septembre. Les accords et menaces de sanctions de la communauté internationale sont sans effet, tandis que le gouvernement dirigé par Fayez al-Sarraj peine à s'imposer sur tout le territoire libyen. Le 2 septembre 2018, le Conseil présidentiel, établi à Tripoli, a décrété l'état d'urgence dans la capitale et sa périphérie. Une décision plus symbolique qu'efficace au vu des difficultés du gouvernement à imposer son autorité dans le pays. Il y a eu beaucoup de choix difficiles qui ont été faits ces derniers temps. Et le gouvernement a essayé, à travers les derniers remaniements au niveau du gouvernement, de prendre des acteurs qui avaient une mainmise sur un certain nombre de groupes pour renforcer l'inclusivité et faire en sorte qu'on puisse construire un certain contrôle de ces groupes et du territoire. Mais il faut reconnaître que ça a provoqué l'effet inverse. Actuellement, plusieurs milices se partagent le territoire libyen. La 7e brigade, qui s'est imposée à Tarouna, banlieue méridionale de Tripoli, est à l'origine des affrontements à proximité de l'aéroport international qui ont eu lieu au mois d'août. Malgré l'installation du gouvernement à Tripoli, la brigade des révolutionnaires de Tripoli et le groupe Nawassi continuent d'imposer leur autorité dans la capitale. Il y avait aussi d'autres milices qui ont le ras-le-bol avec les milices de Sata et qui veulent aussi profiter de cette situation de chaos pour contrôler d'autres endroits plus stratégiques à Tripoli. Donc, c'est la lutte de pouvoir à Tripoli entre milices rivales. L'influence des milices armées réparties à travers le territoire libyen a un impact sur le processus de pacification du pays. La nouvelle dégradation de la situation politico-militaire à Tripoli éloigne une fois de plus la perspective de tenir des élections législatives et présidentielles avant la fin de l'année 2018. À l'issue de la rencontre en mai 2018 à Paris entre les principaux protagonistes de la crise libyenne et le chef de l'État français Emmanuel Macron, les autorités s'étaient fixées pour objectif d'organiser ce scrutin avant le 10 décembre 2018. Mohamed Al-Sadiq,
avant d'entrer dans le vif du sujet, une question d'ordre général. Les Occidentaux, pour aller attaquer votre pays, la Libye, ont fait valoir l'idée que vous viviez la dictature sous le colonel Kadhafi, qu'il n'y a pas de démocratie, il n'y avait pas de liberté. Vous étiez en 2011 en Libye lorsque le guide a été assassiné. Vous qui avez vécu ce régime de l'intérieur, dites-nous, quelle était la réalité de la situation politique en Libye sous le colonel Kadhafi? Notre guide, Muammar Kadhafi, c'était franchement, c'est il y a des démocraties directes. Il y a des démocraties, mais des médias et des gens qui disent dictature, surtout des pays de membres ou l'OTAN, quand, par exemple, Nicolas Sarkozy a demandé d'emprunter d'argent, ne dénonce pas le guide Muammar Kadhafi comme dictateur. Non, alors concrètement, vous parlez de démocratie directe, ça veut dire quoi concrètement? Comment viviez-vous sous le régime Kadhafi au quotidien? Tous les gens sont riches, tous les Libyens, même les étrangers qui vivent en Libye, les Africains, les Arabes. Il y a 2 millions d'Égyptiens travaillant en Libye, presque 500 millions à 500 000 Tunisiens, il y a presque 3 ou 4 millions d'Africains qui travaillent en Libye. Tous sont riches. Il n'y a aucune crise économique. Politiquement, tous les gens utilisent le pouvoir par les congrès général de base et communauté générale de base. Ça, dans le système Jamaïria. Tous les Libyens ont le droit de voter et de candidats, et tous les Libyens. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Il n'y a aucune démocratie aujourd'hui. Ce n'est pas comme aujourd'hui, dites-vous. Très bien, mais parlons de la situation sécuritaire. Qui a aujourd'hui l'autorité légitime en Libye? Qui contrôle aujourd'hui la Libye? Aujourd'hui, malheureusement, après 2011, après le chute de la Jamaïria, toutes les organisations et institutions politiques et économiques sont écroulées. Aujourd'hui, alors, le territoire libyen est incontrôlable. Les pouvoirs sont déversés entre les milices. Et le Conseil présidentiel, qui est reconnu par les Nations Unies, n'a aucune compétence effective. Aucun contrôle sur la Libye, sur les Libyens. Oui, lui, il utilise les milices comme les mercenaires. Vous parlez du président du gouvernement d'union nationale, Saez al-Farraj. Saez al-Farraj, exactement, qui est choisi par le comité international. Ce n'est pas les Libyens qui choisissent. Lui n'a aucune compétence effective sur la terre. Ces milices qui, chaque milice... Concrètement, aujourd'hui, je viendrai à vous et également Hassan Tawirgui, concrètement, quand vous voulez, est-ce qu'il y a une administration qui fonctionne aujourd'hui? Quand vous avez besoin d'un document, est-ce qu'il y a une administration vers laquelle vous pouvez vous porter pour être satisfait? Est-ce qu'il y a une police nationale qui protège les Libyens aujourd'hui? Ou bien toutes les structures de l'État sont démantelées? Malheureusement, il n'y a pas de police qui protège les gens. Si on a de police... Les Libyens ne quittent pas la Libye. Tous aujourd'hui, les Libyens sont quittés. Presque 2 millions sont dans les pays étrangers, dans les pays voisins. 2 millions de Libyens sont à l'étranger, dites-vous. Alors, Hassan Tawirgui, votre compatriote l'a dit, Mohamed l'a dit, avant c'était la démocratie directe et il semble regretter le départ, l'assassinat, en tout cas, du guide libyen. Vous partagez la même impression? C'était ce qu'il appelle la démocratie et dirait c'était effectivement le cas sous le régime du colonel Kadhafi? Oui, bien sûr, je suis d'accord. Vous êtes tout à fait d'accord avec lui? Je suis tout à fait d'accord avec lui. Qu'est-ce qu'il a dit? Pour moi, c'est franchement par rapport, si on va comparer entre le, comment dirais-je, avant 2011 par rapport à aujourd'hui, franchement, ça n'a rien à voir avec qu'est-ce que c'est pas, comment dirais-je, avant. Avant, on te trouve les gens, franchement, il y a de sécurité. Les gens vivent tranquillement. On a tous les moyens. On a tout. Et comment dirais-je, te trouves le, comment dirais-je, il n'y a pas de, comment dirais-je, il n'y a pas de milice. Il y a de sécurité partout.
partout. Aujourd'hui, tu ne peux pas sortir avec ta famille, tu ne peux pas sortir. Moi, par exemple, moi, si je suis en Libye, je ne peux pas sortir. Je peux pas sortir. Comme je suis d'origine Tawarga, donc si, je ne peux pas circuler dans la... D'accord. Mais il faut que vous nous expliquiez, pour que ceux qui ne sont pas libyens comprennent. Sous le régime du colonel Kadhafi, les Libyens vivaient ensemble, dans la cohésion totale. Ouais. Vous appartenez, m'avez-vous dit, à 2 tribus différentes. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui ces rivalités entre tribus, entre milices, entre bandes armées? Rivalité autour de quoi? Oui, Qu'est-ce qui vous divise aujourd'hui? Oui, franchement, quand on regarde aujourd'hui, franchement, la société libyenne, franchement, elle est divisée par... Je ne sais pas. Aujourd'hui, il y a les milices qui contrôlent le pays. Avant, entre les tribus, on vit ensemble. On n'a pas eu de problème. Et qu'est-ce qui est le problème aujourd'hui? Quel est le problème principal qui fait aujourd'hui que, on nous a dit, les spécialistes, il y a au total 140 tribus en Libye. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que ces 140 tribus qui vivaient autrefois en parfaite cohésion ne peuvent plus s'entendre? Qu'est-ce qui vous divise aujourd'hui? Oui, franchement, pour moi, c'est la devise, ça, c'est, par exemple, je ne peux pas vivre avec comment dirais-je, on ne peut pas vivre tout ensemble. Déjà, parce que ça, c'est les milices qui contrôlent D'où viennent les milices? Elles viennent d'où, les milices qui contrôlent aujourd'hui les différents territoires? Oui. Comment dire, il y a 2 milices de Misrata, c'est eux qui attaquaient à Tawarga, donc c'est eux qui faire les pérages, comment dirais-je, depuis le accord qui a été signé pour Faiz Sarraj pour donner l'autorisation du peuple de Tawarga pour rentrer chez eux. Donc c'est eux qui font le parage, c'est eux qui, comment dirais-je, veut rater la population de Tawarga pour entrer chez eux. En plus ici, il y a les milices de, comment dirais-je, les milices à Tripoli, c'est eux qui contrôlent ces Faiz Sarraj qui ont donné l'autorisation pour contrôler à Tripoli. Donc, ces milices sont au service du gouvernement d'union nationale, du président Al-Faraj, dites-vous. Il n'a pas une armée, mais il a des milices. Oui, il y a des... sur lesquels il s'appuie. Voilà, par exemple. Pour M. Pucciarelli, vous connaissez très bien ce pays, vous êtes le porte-parole en Europe, je l'ai dit, du CRI, le Comité révolutionnaire international. Nous voyons là une situation à la limite du chaos, pour ne pas dire chaotique. Vous avez d'un côté un président soutenu par la communauté internationale, mais qui ne contrôle quasiment rien. 3 bâtiments. Bon. Contre 3 bâtiments, et de l'autre un maréchal qui dirige un groupe armé, le maréchal Khalifa Haftar. Est-ce qu'il est encore possible aujourd'hui d'avoir un État unitaire en Libye? Complètement. La Jamaïque arabe libyenne a subi une agression de plein fouet en 2011 sous les mains de l'initiative de Nicolas Sarkozy. Oui. Il y a eu la résolution 1973 a été violée. Oui. Puisqu'il s'agissait d'une no-fly zone. Oui, et vous saviez pourquoi? Vous étiez en Libye, vous m'avez dit qu'en 2011, quand le colonel Kadhafi était assassiné, vous étiez en Libye, mais vous savez pourquoi ils sont intervenus? C'était, disait-il, pour empêcher le bain de sang à Benghazi. Il y avait-il risque de bain de sang, de massacre à Benghazi? Mais aucunement, j'étais présent à Tripoli, j'ai été témoin d'un rassemblement le 1er juillet 2011 où plus de 2 millions de Libyens s'étaient rendus à Tripoli pour manifester leur soutien à Muammar Kadhafi. Et ça a été le cas dans toutes les villes libyennes où vous avez des centaines de milliers de... Y compris à Benghazi. Y compris à Benghazi. Qu'est-ce qui s'est passé à Benghazi? Ce sont les comités de défense populaire qui se sont rendus à l'appel des habitants de Benghazi pour faire face à ces soi-disant révolutionnaires qui, en fin de compte, n'étaient que des rebelles, mercenaires, à la disposition d'États étrangers qui voulaient faire tomber la Jamaïque arabe libyenne et assassiner Muammar Kadhafi. Ce n'étaient pas des Libyens? Non, pour l'essentiel, il s'agissait de mercenaires étrangers. À Benghazi, la première attaque, vous avez 300 personnes qui se sont rendues, armées, attaquer le commissariat de police de Benghazi et une caserne militaire. Et nous nous a présenté dans les médias qu'il y avait des révoltes populaires. Les seules manifestations populaires qu'il y a eu en Libye était en soutien à Muammar Kadhafi. Et pourquoi les Occidentaux, notamment l'OTAN, a-t-il attaqué la Libye? Mais Kadhafi était visionnaire pour l'Afrique, vous le savez. Kadhafi voulait unifier cette Afrique, voulait créer le Fonds monétaire africain.
la conséquence de la création du Fonds monétaire africain amenait la fin du FMI et de la Banque mondiale qui est actuellement à la main sur l'Afrique. Donc il fallait absolument empêcher Muammar Kadhafi de développer ce Fonds monétaire africain qui allait être effectif sous les deux années ou 3 années avant sa mort. C'est la raison essentielle. Pour ce faire, ils ont instrumentalisé Sarkozy. Oui. Vous avez Bernard-Henri Lévy, ce pseudo-philosophe. On se souvient effectivement de ces diatribes à quelques jours du bombardement de la Libye. La question aujourd'hui... Ils ont quand même annoncé la mort de 6 000 Libyens sous les bombardements de l'aviation libyenne à Tripoli, événements qui à l'époque ont été contestés par l'ambassadeur de France qui était en place. Voilà, on ne peut pas avoir meilleur témoin. Alors, monsieur, dites-nous, Mohamed, est-ce qu'il est encore possible aujourd'hui d'avoir une armée libyenne avec un commandement militaire central? Oui, mais sauf, d'abord, on doit faire une conciliation nationale. Vraiment, on doit relever des sanctions par la décision du Conseil de sécurité de 2011. 1970 et 1973, oui. Par laquelle on a mis sur quelques personnalités. Oui, mais on ne va pas revenir sur ça. La question aujourd'hui, c'est comment faire pour que ces milices qui s'affrontent aujourd'hui de façon farouche puissent accepter l'idée d'une armée libyenne qui se mette au service des Libyens. Oui, c'est possible ou pas? Oui, c'est possible si on applique le projet de la Libye perspective qui a été fait par Saif al-Islam en 2005. On a commencé en 2005. Mais ça, on doit, avant de l'appliquer, on doit vraiment faire une réconciliation nationale. Il faut une réconciliation nationale. Nationale, oui. Parce que la disparition, l'assassinat du guide libyen Muammar Kadhafi a fracturé les différentes Libyes qui constituent votre pays, la Libye. C'est pour ça, qui a offensé qui? Pourquoi on parle de réconciliation nationale? Oui, qui gouverne pour qui? Mais si on fait réconciliation nationale, on libérait tous les gens au prison à Tripoli, à Misrata, au Benghazi, oui. Et après, on doit appliquer le projet de Saif al-Islam. Ce sera vraiment, c'est la meilleure solution pour la Libye. Je propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve tout à l'heure pour parler justement de Saif al-Islam. À tout de suite.